Deux précisions. C'est marqué professeur associé. Ça, c'est le titre honorifique qui donne aux vieux schnocks retraités qui ne savent pas comment lâcher prise. Première précision. Deuxième précision, non, je ne suis pas parent avec François. Je vois qu'il y en a qui ont manifesté. Ah, dommage, mais il va quand même avoir de l'humour dans ma présentation parce que je suis parent avec un autre Pérusse qui a fait du showbiz. Qui a parlé de Roméo? Si vous vous souvenez de Roméo, ça trahit votre âge. Parce que c'était mon oncle et il est mort en 93. Fait que, il a fait du showbiz il y a fort longtemps. Rassurez-vous, mes jokes sont plus racontables que les siennes en public. Ou je devrais dire, mes jokes sont racontables ailleurs que dans un bar boucané à 3 heures du matin. D'ailleurs, il y en a une qui est probablement ma préférée. Ceux et celles qui m'ont entendu à quelques reprises, désolé, vous la connaissez probablement par cœur, mais elle fit tellement bien avec le sujet de la présentation d'aujourd'hui. C'est un cambrioleur qui s'apprête à entrer par effraction dans une maison. Puis vous savez, des fois, on voit ça dans la fenêtre, un carton qui dit « Prenez garde aux chiens » ou « Chien de garde en devoir », etc. Là, ça dit « Attention, perroquet dangereux ». Il regarde ça et dit « Voyons non, perroquet dangereux, qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas charrier, c'est un oiseau, là. C'est vrai que ça peut être agressif avec le bec, mais de là à appeler ça dangereux. Hey. » Le gars ne se préoccupe pas de l'avertissement, il casse la fenêtre, rouvre la porte. Et effectivement, dans le milieu de la place, un perchoir avec un magnifique haras multicolore qui est là perché, bien tranquille. Le gars regarde ça et dit « C'est toi le perroquet dangereux? Je vais me débarrasser de toi, comme ça tu ne me dérangeras pas pendant que je vais être en train de cambrioler. » Alors il vient pour sauter sur le perroquet pour y tordre le cou. Le perroquet reste bien tranquille. Il dit « Rex, attaque! » Deux morales à mon histoire. La première, c'est que le gars n'avait pas trop bien fait son analyse de risque. Parce que, deuxième morale, quand on reçoit un avertissement de la présence d'un danger dans un environnement quelconque, on est toujours mieux d'agir en conséquence. C'est-tu pas pire comme la transition ou il faut que je la retravaille? Ça va? OK. Je vais faire un lien entre maturité culturelle et analyse de risque. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais présenter quelques postulats de base en introduction. Où est-ce qu'il est, M. Parent-Paquin? Une culture de santé et sécurité, ça existe. Oui, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Ça fait partie de mes postulats. Une culture, ça existe. Maintenant, il y a différents niveaux de maturité. Une des définitions de la maturité, c'est le degré de formalisation des processus et du système. Et là, vous commencez à me voir venir, donc on va présenter quelques définitions. Et je vais parler, il y a différentes échelles, puis je ne veux pas rentrer dans un débat. Je sais qu'il y a un gros débat à propos de la courbe de Bradley. Personnellement, j'en utilise une autre que je présenterai tantôt, suite, entre autres, à un projet de recherche dont je parlerai brièvement. Mais une des définitions de maturité, c'est le formalisme, ou un des stades de maturité d'une courbe de maturité culturelle, c'est le formalisme des processus. En santé-sécurité, les principaux processus sont ceux qui sont reliés à l'analyse de risque. Donc, on va parler de gestion des risques, la démarche, les étapes et les responsabilités. Première précision, c'est ce qu'on appelle les systèmes de gestion, les systèmes de management. Je ne veux pas faire de débat sémantique, j'utilise l'un ou l'autre. Les systèmes de gestion, ce qu'on appelle les systèmes de gestion en santé et sécurité ou les systèmes de management,
sont en fait des systèmes de gestion des risques à la santé et à la sécurité des personnes dans l'organisation. Okay? Parce que si vous regardez tous les systèmes qu'on connaît, que ce soit CSA Z1000, ISO 45000, ça ne parle pas de gestion médico-administrative. Hein? Ça ne parle pas de gestion du dossier financier en santé et sécurité. Ça parle de quoi? Ça parle spécifiquement de gestion des risques à la santé et à la sécurité des personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'organisation peut avoir l'une ou l'autre de 4 attitudes face aux risques qu'elle a à gérer. Tolère. L'organisation, des risques, ben c'est la vie, qu'est-ce que tu veux? On ne fout rien avec. Dans une des échelles de maturité qu'on va parler tantôt, c'est le risque, c'est le degré qu'on appelle peu ou pas concerné, ou dans une autre échelle, le degré qu'on appelle pathologique. On a juste à fermer les yeux, ça va partir tout seul. Bon, on prend conscience qu'il y a des risques, on va s'en débarrasser dans le sens, on va transférer le risque. Il y a deux activités principales à transférer le risque. Soit on prend des assurances, puis s'il arrive quelque chose, les dommages seront repayés, ou on sous-traite. Il y en a qui ont, peut-être pas mon âge, mais pas loin, qui se rappelleront qu'il y a plusieurs années, les compagnies papetières ont vendu les débusqueuses aux opérateurs de débusqueuses. Qu'est-ce que ça a fait? Parce que les gros risques, c'était dans l'industrie forestière, c'était l'abattage, c'était le transport. Ils ont vendu la débusqueuse à l'opérateur de débusqueuse, puis ils ont dit, on t'achète le bois sur le bord de la route. Du jour au lendemain, les accidents d'abattage dans les compagnies forestières, il n'y en a plus eu. Les accidents existaient encore, mais il y avait sous-traité le risque. OK? On transfère le risque. Troisième étape, troisième et quatrième, je vais les traiter de front. On traite ou on termine le risque. Idéalement, l'élimination à source, on termine. Mais on ne peut pas tout éliminer à source, malheureusement. Par contre, on peut faire ce que M. Parent-Paquin mentionnait tantôt, on peut réduire considérablement la probabilité ou la gravité potentielle. Là, on traite. On traite, puis on diminue jusqu'au plus bas qu'on peut diriger. Les stades de maturité. Parmi mes postulats, j'ai mentionné toute organisation a une culture de santé et sécurité. Des fois, la culture de santé et sécurité est grosse de même. Des fois, tu as des entreprises qui sont reconnues comme étant de classe mondiale qui ont une solide culture de santé et sécurité. Et généralement, on se rend compte que les entreprises qui ont une grosse, une solide culture de santé et sécurité, ils ont très peu d'accidents ou à peu près pas. 2, ça se sent parce que dès que tu rentres dans cette propriété-là, tu te rends compte qu'ici, on s'occupe du monde. On prend soin de notre monde. L'écart, il se calcule. Il y a moyen de positionner les organisations sur ce qu'on appelle les stades de maturité. Il y a différentes échelles que je présente, là. Cadieux et Dion, c'est le manuel de gestion de la norme BNQ 21000 en développement durable. J'ai écrit le chapitre 17 en santé et sécurité. Et vous voyez, peu ou pas concerné, ça tolère le risque. Réactif, ça transfère le risque. Accommodant, proactif, générateur, là,
Accommodant et proactif, là, on commence à traiter et à terminer le risque. Générateur, on est rendu tellement bon qu'on sert d'exemple pour les autres. On a utilisé à peu près la même échelle. Si vous regardez celle d'en bas, Cap sur la prévention, c'est un projet de recherche que j'ai fait de 2018 à 2020 sur la culture de santé et sécurité dans l'industrie des pêches maritimes. J'aurais peut-être dû commencer par un petit quiz pour vous autres. C'est quoi le métier le plus dangereux au monde? Pêcheur de crabes en Alaska. C'est quoi le métier le plus dangereux au Québec? Pêcheur, particulièrement pêcheur de crevettes. Pour vous donner un ordre de grandeur, le taux de mortalité chez les policiers, en fait, mortalité occupationnelle chez les policiers, c'est 5,4 par 100 000. Chez les pêcheurs, 77. C'est 14 fois plus dangereux que le métier de policier. Donc, on a fait une étude. Vous aurez remarqué que... un peu, il faut que je pointe là. On n'a pas mis de générateur ou de classe mondiale parce que c'est un petit bateau avec un capitaine et trois marins pêcheurs. On ne s'attendait pas à trouver des organisations de classe mondiale dans ce domaine-là. Quoique, il y en a qui nous ont surpris. Mais c'est essentiellement la même échelle à peu de choses près que la première en haut. Et il y a une chose que je veux signaler, c'est que pour se rendre jusqu'à ce stade-là, pour arriver à peu près là, c'est là qu'intervient le degré de C'est là qu'intervient ce que j'appelle le degré de formalisation des systèmes. OK? Quand on voudra parler plus tard de culture remarquable, de contenu de la culture, c'est-à-dire donc des valeurs, des habitudes, des comportements qui régissent notre vivre ensemble et qui constituent la façon dont on prend en charge la santé et la sécurité des personnes dans l'organisation, on sera rendu dans ces eaux-là. OK? Mais avant de se rendre là, commençons donc par s'organiser un processus solide. Processus qui est quoi? Ah ben ça, c'est ce que j'expliquais tantôt, là. Les entreprises, peu ou pas concernées, ils tolèrent le risque, ils font la politique de l'autruche. Réactifs, ils transfèrent le risque, ils n'ont encore rien fait. Puis si jamais ils soivent une taloche derrière la tête par un inspecteur de la CNESST ou qu'il arrive un accident ou quelque chose, là, ils font quelque chose, mais autrement. Sinon, accommodant, on commence par traiter le risque, on commence à s'organiser et progressivement, on fait de la vraie prévention, donc on cherche à terminer. C'est écrit petit, mais vous allez avoir la présentation. Où est-ce que Jordan? Jordan? Non, mais les gens vont l'avoir. OK. Vous pourrez la lire plus en détail. C'est écrit petit. C'est tiré d'un article que j'ai publié dans Travail et Santé. Quelques éléments. Puis ce qui va arriver, c'est que pour le reste de la présentation, de toute façon, je vais reprendre les étapes ici du processus qui est au cœur même. Quand vous regardez les normes en santé-sécurité, en gestion ou en management de la santé-sécurité, elles ont toutes, explicitement ou implicitement, ce processus-là. D'ailleurs, lui, il est inspiré à des poussières près de la norme CSA ISO 31000 en matière de gestion de risque. Et ça s'applique à gestion de risque financier, gestion de risque opérationnel et évidemment gestion de risque santé et sécurité du travail.
Donc, ce que je vais faire dans les prochaines minutes, c'est que je vais reprendre ce processus-là et on va le décortiquer étape par étape. Première étape, le démarrage. La préparation fait foi de tout. Okay? C'est là qu'on va, d'abord, on va obtenir un mandat clair de la direction. C'est pas juste, on fait ça. C'est ça. Je suis persuadé qu'on est tous ici du monde qui ont à cœur la santé et la sécurité des gens. On veut tous sauver le monde. Le problème, c'est est-ce que notre organisation nous donne le mandat ou la latitude ou les moyens de le faire? La meilleure façon de s'en assurer, c'est de faire en sorte que la direction participe. Parce que le fait de participer à cet exercice-là, il découvre des choses. Ah, ouais? On a ça dans le shop. Eh oui! Une question que j'aime beaucoup, c'est laisserais-tu travailler tes enfants là? Non. Ah! Mais tu laisses des employés travailler là? Ah! Bon. Constitution d'équipes variées. J'ouvre une parenthèse. À 2 reprises, j'ai fait des revues de littérature pour la CSST, avant que ça s'appelle la CNESST. Dans les 2 cas, on arrivait à la même conclusion. C'est très, très rare qu'il y ait un consensus aussi fort dans la littérature scientifique. 2 conditions de succès. La première, évidemment, l'implication de la direction. Pour ça, je l'ai mis au point 2. Là. Le deuxième, l'implication des employés dans la démarche. Okay? Alors, quand je marque constitution d'équipes variées, ça inclut évidemment les employés. Recours à des personnes expérimentées. On achève, là, on est sur le point de déposer le rapport. Je participe à un exercice avec une très grande organisation du secteur public qui nous a demandé de faire l'analyse de risque d'agression dans les stationnements et dans les voies d'accès des 54 édifices qu'ils utilisent. Et nous, on agit comme experts externes. Okay? Nous, on est 3 qui agissons sous l'égide de l'Université de Sherbrooke, mais cette organisation-là nous a dit on est capable de prendre des photos, on est capable on a des drones, on a toutes sortes d'affaires, mais on n'est pas capable de faire l'analyse de risque comme telle, sauf qu'il y a une ordonnance du tribunal administratif du travail qui leur pend au bout du nez. Alors, viendriez-vous? Alors, donc, on a fait avec eux, sur une base de transfert d'expertise, on a fait et on leur a montré à faire l'analyse des risques. Donc, l'idée, c'est allons chercher du monde qui connaît ça, puis organisons-nous pour former les participants et leur apprendre. Ça s'apprend, l'analyse de risque. Construction ou choix des outils. On fait un projet pilote. J'ai en tête cette entreprise qui fait des structures d'acier. Je leur ai demandé par quel département on commence. On s'est donné un certain nombre de critères. Ils ont dit la paint shop. OK, parfait. Je leur donne les instruments, la forme. Ils partent. Ils reviennent. Un peu comme la matrice de risque que M. Parent-Paquin projetait tantôt, là, tu sais, rouge, orange, jaune, vert, ça revient, là, c'est une majorité de rouge. Fait que ceux qui me connaissent un peu savent que je suis capable d'être un petit peu théâtral. Fait que quand ils m'ont présenté leur truc, j'ai fait « Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Mais on arrête la shop! » Ils ont dit « Mon Dieu, quelle mouche l'a piqué, lui! » Mais j'ai dit « On est en train de tuer quelqu'un, là! » Ils ont dit non, on n'a jamais eu d'accident mortel. Ben, j'ai dit, c'est pas ça que vos résultats me disent. Fait que là, on a regardé un peu, puis peut-être qu'il avait poussé un peu fort sur soit la probabilité ou soit la gravité potentielle. Fait que quand on a remis les pendules à l'heure, il en restait 5 rouges, mais c'était des vrais rouges. Okay? Puis ça voulait dire
on les attaque maintenant. OK? Donc, les outils doivent nous permettre... Alors, il y a ça quand on fait une analyse de risque qui est sacrant un peu. Quand on a des risques physiques ou chimiques, souvent on a des appareils calibrables, des pompes de régard, des sonomètres, des ci, des ça, OK? Mais ici, on a affaire à quelque chose qui n'a pas de réalité matérielle. OK? C'est de l'intangible, c'est la possibilité d'un événement. Fait que je n'ai pas de vrai outil de mesure, donc il faut que je me construise des grilles, la plupart du temps basées sur gravité, probabilité. Quand ce n'est pas suffisant, on ajoute un troisième paramètre qui est l'exposition. Je vais y revenir un peu plus tard. Mais donc, on construit nos outils et comme on les a souvent construits pour la réalité spécifique qu'on adresse, on va faire un projet pilote. Et sur la base du projet pilote, donc, on organise le déploiement graduel. L'étape suivante, c'est l'identification des dangers. Quand on s'y met de façon un peu rigoureuse, c'est la somme de tout ce qu'on a trouvé en inspection, les rapports des comités de santé et sécurité, les audits, les analyses ergonomiques, les analyses de sécurité de tâches, les signalements par les employés, etc., etc. La liste peut être longue. Mais on l'a mentionné tantôt, ou enfin ce matin, il y a du gros poisson là-dedans, mais il y a du petit poisson. Je vais faire un clin d'œil à mon cousin Philippe. Il y a des grosses préoccupations là-dedans, puis il y en a des plus petites. Puis c'est à ça que l'analyse de risque va faire. Donc, va nous servir à établir des priorités. On l'a dit à quelques reprises ce matin, entre autres dans la présentation de M. Parent-Paquet. Les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Par quoi on commence? C'est à ça que va servir l'estimation du risque, qui est, comme je l'ai mentionné, j'ai mis deux exemples ici d'échelle, une de gravité, une de probabilité. On l'a mentionné tantôt. Je m'en vais tranquillement vers les 50 ans de carrière, fait que je peux vous dire, des échelles de ce type, j'en ai vu une d'un autre. OK? Les meilleures échelles, je ne vous dirai pas, ah oui, c'est celle-là ou c'est celle-là. Les meilleures échelles sont celles qui sont designées en fonction de la réalité spécifique de votre organisation. OK? Ça, ce sont des exemples. Alors, il y a 3 précautions à prendre pour... On pourra, tu sais, c'est comme la probabilité d'accident, on ne pourra jamais réduire ça à 0, mais ici, on ne pourra jamais réduire la subjectivité à 0. Mais il y a 3 précautions qui nous permettent de descendre le plus proche possible de 0. La première, c'est le recours à des personnes expérimentées et formation des participants. On s'assure que les gens maîtrisent bien le sujet. Deuxième, on se donne on cherche un consensus d'équipe. Je devrais les interchanger. Là. On se donne les critères les plus explicites possibles. Et en équipe, on recherche le consensus. On me pose parfois la question, oui, mais tu sais, à des fins de diligence raisonnable, d'un coup qu'il arrive quelque chose quand même, etc. Comprenons-nous bien. La diligence raisonnable ne nous demande pas de ne pas avoir d'accident. La diligence raisonnable nous demande de faire tout ce qui est humainement possible pour essayer d'éviter qu'il y en ait. Si on a fait notre gros possible, qu'on est capable de le démontrer, et que l'accident survient malgré nos bons soins, plutôt qu'à cause de l'absence
de nos bons soins, ça fait toute la différence au monde d'un point de vue de diligence raisonnable. Vous suivez le raisonnement? Ça va? Good. Donc, on se donne des critères les plus explicites possibles, de sorte que, ça, en général, ça facilite le consensus d'équipe. Et à partir de ce moment-là, la subjectivité n'est pas réduite complètement à zéro, mais elle est réduite tellement bas qu'on est capable de se servir de ça pour faire une démonstration correcte et honnête de diligence raisonnable. Et ça donne des matrices comme ça, un peu comme celle qu'on a présentée ce matin. Ça, c'est connu, je n'insisterai pas. Mais vous comprenez qu'après ça, il y a quelqu'un, au moment où ce genre de matrice-là a été présenté ce matin, qui a soulevé la question de risque acceptable. Je ne me souviens plus qui avait posé ça. Oui, c'est toi, Philippe? OK. C'est ça. Partant du principe que le risque zéro n'existe pas, jusqu'où on peut descendre dans la mesure de nos moyens pour soit réduire la gravité potentielle, soit réduire la probabilité. On ne pourra jamais atteindre le zéro, mais à ce moment-là, mais c'est très clair, quand on applique ce genre de matrice, les quelques rouges qui ressortent, là, ils ressortent, mais solides. Et en général, quand on présente ça à la direction, c'est les premières affaires qu'ils voient, les membres de la direction. Ils voient qu'il y a du rouge dans la matrice. Tu sais, tu présentes les résultats, là. Il commence à poser des questions, ces points rouges, avant même que tu aies fini d'expliquer c'est quoi. Bingo. Le contrôle du risque. OK. On a identifié par quoi commencer. Qu'est-ce qu'on fait? Les mesures, et ça, c'est inspiré de la norme, il y en a peut-être qui la connaissent, EN 1050, sur la gestion du risque. Il y a une hiérarchie dans la compte. On y a fait référence dans la dernière présentation avant le dîner. Il y a une hiérarchie là-dedans. Évidemment, élimination à la source. C'est ce qu'on est sûr qui fait tomber la gravité, la probabilité le plus bas possible. Sinon, substitution. Sans dévoiler de secret, je vous parlais du projet dans lequel je suis impliqué actuellement chez Risque d'agression. Dans un des édifices, le stationnement, il est loin, loin, loin. Puis les gens, pour se rendre là, ils passent à travers des petits parcs. Dans un quartier qui n'a pas la meilleure réputation sur le plan socio-démographique. Changer de stationnement. D'autant plus qu'il y en a un en sous-sol, dans la même bâtisse, louer plus d'espace là. Est-ce que je m'assure qu'il n'y aura jamais d'agression? Non. Mais on s'entend-tu que les probabilités d'agression, quand le stationnement est dans la même bâtisse, viennent de chuter considérablement? OK? Substitution. Contrôle d'ingénierie. Donc, installer de la ventilation, des gardes, faire des modifications de machines, des modifications de séquences à la machine, etc. Signalisation, contrôle administratif, donc faire de la rotation, avoir des procédures, des tâches, et finalement, les équipements de protection individuelle. Je ne l'ai même pas identifié comme autre strate en bas de ça, là. Dire aux gars de faire attention. Je me souviens, non mais sérieux, je me souviens du président d'une organisation, j'ai donné de la formation à son monde en enquête et analyse d'accidents parce que le président, il était tanné de voir des rapports d'accidents avec la seule mention comme mesure corrective ou préventive, dire au monde de faire attention ou donner une formation de rafraîchissement. On se comprend? OK. Le calcul du risque résiduel, dans cette démarche-là, bon, je regarde c'est quoi mes facteurs de risque, c'est quoi les conditions dangereuses. Je leur ai donné une cote avec ma matrice,
Et là, je me dis, qu'est-ce qui arrive si, et là, je fais un peu de brainstorming, j'ai peut-être oublié de l'introduire, mais c'est à ce moment-ci qu'il faudrait que je l'introduise. Au moment de décider des mesures correctives ou préventives, un peu de brainstorming. Et je rappelle la première loi fondamentale d'un brainstorming. Délirer, il en restera toujours quelque chose. En d'autres mots, puis ça se passe dans un hôpital. À un moment donné, on est à ce stade-là, là, puis on est en train de réfléchir à des mesures correctives ou préventives. Hey, je vous situe rapidement. Dans l'hôpital en question, comme dans beaucoup d'hôpitaux, ils ont des gros chariots. OK? Tu as du lunch là-dedans, tu as des serviettes, tu as toutes sortes d'affaires. Okay? Le gros chariot, bien plein, pèse 800 livres. 350 kilos. Puis évidemment, entre autres, lorsqu'il y a des repas dedans, il y a une housse par-dessus. Je vous présente Thérèse. 5 pieds 2, 78 livres mouillés. On dit, Thérèse, tire pas le chariot. C'est parce que quand elle fait ce qu'elle est supposée de faire et qu'elle est derrière le chariot, elle ne voit pas. Comprends-tu? Fait que pour éviter de rentrer dans le mur, pour éviter de frapper des patients en chaise roulante, elle tire. Elle se fait mal au dos. Et là, on délire, on brainstorm, puis il y a quelqu'un qui a dit il faudrait que les chariots soient téléguidés par satellite. Une fois les éclats de rire calmés, je l'ai quand même noté sur le flip chart. Mais croyez-le ou non, c'est la solution qui, après l'avoir mastiquée, modifiée, bonifiée, etc., a fini par nous donner la solution. Vous avez probablement remarqué dans certains hôpitaux, il y a un rail magnétique à terre, puis les chariots sont motorisés, puis ils suivent le... Ça a commencé dans l'hôpital que je nommerai pas, là, mais suite à un brainstorming où on a retenu l'idée qui était la plus folle sur le flip chart. Okay? Donc, première règle capitale d'un brainstorm, on n'élimine rien d'entrée de jeu. On aura toujours, par la suite, moyen de bonifier nos mesures correctives ou préventives ou nos suggestions. Et donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a choisi un certain nombre de mesures correctives ou préventives, on se pose la question, est-ce que ça va faire la job? Et là, on rentre ça dans notre tableau et on calcule le risque résiduel. Quand on dit est-ce que ça va faire la job, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est est-ce que, si j'applique ces mesures-là, je réduis le risque à un niveau acceptable. Si ce n'est pas le cas, soit il me manque des mesures correctives ou préventives, ou soit je n'ai pas les bonnes. On s'entend, dire au gars de faire attention, le risque résiduel est égal au risque initial. Ça va? Action suivie. Je ne sais pas si Nike ils vont me poursuivre pour ça. Just fucking do it! Une fois qu'on a identifié des mesures correctives ou préventives, faisons-le. Et là, je vous raconte. Sinon, j'étais chez Noranda. Chez Noranda, j'ai eu le privilège, le bonheur de travailler pour des très grands VPDG, dont, entre autres, un qui est devenu mon patron par la suite, Dave Rodier. Dave, au début des années 90, il arrive comme directeur d'usine CCR à Montréal-Est. Et Dave, c'est quelqu'un qui est très mindé santé-sécurité. Alors, il s'assoit avec le représentant de la prévention. Dédé, là, il était représentant en prévention
ça a été sa première job en débarquant de l'Arche de Noé. Si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, Dédé, là, c'était la mémoire vivante de l'organisation en santé et sécurité. Il connaissait tout le monde, il connaissait l'histoire, etc. Ils ont sorti les rapports d'enquête des 6 derniers mois. Et Dédé a été capable de faire la démonstration à Dave qu'il n'y avait aucun nouvel accident là-dedans. Par nouvel accident, on entend, c'était tous des accidents du même type, qui étaient déjà arrivés, qui avaient été enquêtés. Il y a eu des recommandations de mesures préventives de formuler, puis ça s'était évaporé dans le néant intersidéral. Alors Dave il a dit, très clair la job que j'ai à faire. Et depuis ce temps-là, fantastique. En conclusion, d'un point de vue conformité légale, évidemment, quand vient le temps d'identifier quelque chose comme étant un risque, on va se référer aux standards légaux, c'est-à-dire aux lois et aux règlements applicables, non seulement pour identifier si quelque chose est un risque, mais aussi pour identifier si on a les bonnes mesures de contrôle. C'est un processus de gestion robuste des risques qui constitue une très bonne défense de diligence raisonnable. Je l'ai mentionné tantôt, il n'y aura jamais une garantie écrite qu'un accident survient. Regarde, je vais vous conter une anecdote. Dans une entreprise qui fabrique des produits assez spécialisés, c'est tellement spécialisé que leurs équipements sont construits spécifiquement pour eux. Par du monde qui n'ont pas l'air à connaître les règlements santé et sécurité du Québec. OK? À un moment donné, il embauche un coordonnateur sécurité qui fait le tour de l'usine puis qui arrive dans le bureau du patron en catastrophe. Il dit, il y a au moins 39 endroits dans le shop où un inspecteur de la CSST peut nous fermer. Holy shit! Ils ont fait un plan d'action pour, d'abord, les catégoriser des plus pires aux moins pires, puis après ça, mettre des ressources dédiées pour les corriger. Ils ont fait un plan d'action, puis ils ont été, c'est pas pire, ils ont été proactifs. Ils ont présenté leur plan d'action à l'inspecteur de la CSST. Ils ont dit, regarde, on est conscient, là, mais regarde, on travaille à corriger notre affaire, là. T'es-tu à l'aise avec ça? Bon. Ils sont rendus à machine numéro 17. Ça vient d'Allemagne. Ils ont besoin d'un garde pour protéger un angle rentrant, mais qui est très, très spécialisé. Fait qu'ils le commandent d'Allemagne. Ça rentre par la poste à 10 h le matin. Ils ont dit, on a un changement de chiffre à 4 h l'après-midi, fait qu'on va installer le garde pendant le changement de chiffre. Connaissez-vous ça, la loi de Murphy? À quelle heure est-ce que l'accident est arrivé? 4 h moins 10. Bon. C'est-tu le mien? C'était pas le mien. Ben oui. Il y a quelqu'un qui l'a trouvé parce que... OK? Donc, on n'aura jamais de garantie absolue que ça n'arrivera pas, sauf que si ça arrive et qu'on est capable de faire la démonstration qu'on avait un plan de match rigoureux, on suivait notre plan de match, on travaillait fort, etc., ça constitue une très bonne défense de diligence raisonnable. Ceci n'est pas un avis juridique, mais José se rappellera qu'on a travaillé, elle et moi, avec un ancien vice-président santé et sécurité qui était un avocat. Puis on a regardé ça ensemble avec Lionel, puis qui nous disait la ceinture, les bretelles, le skyhook, le harnais, on a une défense solide. Et finalement, la loi ne nous oblige pas à être parfait, mais elle nous oblige à faire de notre mieux.
Donc, les pièges. Exécuter le processus une seule fois de façon linéaire. Repensez à vos milieux de travail. Si vous êtes pour la même entreprise depuis X années, c'est-tu la même shop que quand vous y êtes arrivé? Il y a une seule constante, c'est le changement. Imaginez qu'on a fini une fois pour toutes, avoir un système. Quand ton système, il part chercher les petits à 4h30 tous les après-midi, là, il est fragile un peu, ton système. Proposer des mesures efficaces ou pas assurées de suivi. En résumé, ce que l'expérience nous a appris, c'est que souvent, quand on montre aux gens à bien gérer la santé-sécurité, on en forme des meilleurs gestionnaires overall. J'ai à l'esprit, il y en a peut-être qui connaissent mon livre, Le piège, c'est-à-dire le coffre à outils de la prévention des accidents en milieu de travail. La préface a été écrite par un de mes mentors qui s'appelle Michel Chamberlain, qui à l'époque était directeur sécurité chez Alcan. Et Michel me racontait que lui a fait faire un gros virage sécurité chez Alcan dans les années 80. Et il me disait qu'il y a un contremaître qui était allé le voir à un moment donné, puis qui disait, toi tes affaires là, de 5 étoiles, puis ceci, puis c'est ça. Là. Il me demandait où tu t'en allais avec ça. Puis il dit, j'ai réalisé que tu m'as formé, pas juste en santé-sécurité, mais tu as fait de moi un meilleur gestionnaire. Et certains des outils que tu m'as appris, je m'en suis servi comme échevin dans ma municipalité, puis ça a donné des résultats. OK? Meilleure gestion santé-sécurité, meilleure gestion globale. Et donc, toutes les flèches qu'il y a là, on a des tonnes, je vous parlais des revues de littérature que j'ai faites pour la CSST, on a des tonnes de données et d'études scientifiques qui prouvent que, et donc finalement, dans le monde dans lequel on vit, tout ça finit par améliorer la capacité concurrentielle de l'entreprise. En terminant, safety is a line function. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas les ressources spécialisées en santé-sécurité qui font la santé-sécurité pour le reste de l'organisation. C'est l'organisation qui fait sa santé-sécurité. Et nous, on est là pour les supporter, pour les encourager, pour les alimenter, pour les documenter, pour les former, pour leur montrer comment faire. Mais c'est à l'organisation, la prise en charge par le milieu. Là, je ne rentrerai pas là-dedans parce que j'ai encore plein de matériel sur la responsabilisation. Mais la responsabilisation, ça veut dire la prise en charge par les équipes naturelles, contremaîtres, employés. 2 conditions de succès, je l'ai mentionné, l'engagement actif de la direction et l'implication active des employés. Merci tout le monde.